Cet exercice d'induction de Lorentz est une variante du rail de Laplace. Donc cette fois-ci, au lieu d'avoir une seule tige qui va glisser sur les rails, on a deux tiges identiques de masse m qui sont mobiles sans frottement sur deux rails, parallèles distants de d, situés dans un plan horizontal. On va tout de suite faire un schéma au tableau. La résistance électrique de chaque tige est égale à R sur 2 et on néglige la résistance électrique des rails. Ce dispositif est plongé dans un champ magnétique stationnaire et uniforme B. Et donc à t égale 0, on va lancer l'une des tiges avec une vitesse V0, l'autre étant immobile. On étudie qualitativement d'abord la situation à l'aide de la loi de modération de Lenz et on se demande comment vont évoluer les vitesses. Le but de l'exercice, bien sûr, c'est de déterminer les lois des vitesses de chacune des tiges et également d'effectuer un bilan énergétique selon les techniques habituelles en induction de Lorentz. Donc on va faire un exercice qui est une variante des rails de Laplace. Donc un exercice d'induction dans le cas de Lorentz, donc un circuit en mouvement placé dans un champ uniforme. Donc cette fois-ci on a deux tiges posées sur ces deux rails de Laplace qui sont distants d'une distance A. Et on va lancer ce rail-là qu'on a à la vitesse V0. Et tout est plongé dans un champ uniforme B. Et donc le but de l'exercice, c'est de calculer les vitesses à chaque instant et le courant induit, faire un bilan énergétique. Les questions classiques de l'induction dans le cas de Lorentz. Elles ont toutes les deux la même masse, m. Il y en a une que je vais numéroter 1 et l'autre que je vais numéroter 2. Et puis on va mettre un système d'axes, donc x, z vers le haut, et donc y vers l'arrière, donc parallèle aux tiges. Alors, on se souvient du canevas général de résolution d'un problème d'induction. On va avoir une ou même deux ici équations mécaniques. Et comme on a un système en translation, ça va être le théorème du centre d'inertie qui va s'appliquer. On va le faire successivement à chacune des barres. On aura donc une équation qui va faire intervenir les forces de Laplace. Ensuite, on va avoir une équation électrique. Ça va être la loi d'Émaille, ou qu'on appelle aussi la loi d'Ohm généralisée, et qui va faire intervenir aussi la loi de Faraday. On va avoir un système d'équations différentielles couplées, donc en vitesse et en courant induit, et on va le découpler, on va le résoudre, et on va faire un bilan énergétique. Avant de faire tout ça, on va faire une analyse qualitative. Donc avec la loi de modération de Lenz, qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation? Comment est-ce que vous pensez que la situation va évoluer? Donc on lance la barre de droite avec une vitesse V0, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quelqu'un a une idée? Voilà, c'est ça. Donc la tige numéro 1 risque d'être freinée, et la tige numéro 2 d'être, elle, mise en mouvement. Bon, on va voir que c'est ce qui va se passer. Alors, qualitativement, est-ce qu'on peut deviner le sens du courant induit dans le circuit? J'ai oublié de dire aussi qu'il y a une résistance R totale. On pourrait dire R sur 2 par barre, et on va dire R pour la totalité du circuit. Est-ce qu'on peut deviner le sens du courant induit qualitativement? Alors, loi de modération de Lenz. Donc, les effets du courant induit s'opposent aux causes qui leur ont donné naissance. Donc, comme on a bien vu hier, il ne faut pas dire le courant induit va systématiquement s'opposer au champ appliqué, au champ extérieur. Ça dépend si le flux augmente ou si le flux diminue. Et même quand on parle du flux, ça dépend quelle convention on a choisie quand on dit qu'il augmente, parce que le flux est algébrique. Donc, on va orienter le circuit, déjà pour fixer un signe au flux. Alors, je propose, on ne va pas se compliquer la vie, je propose de faire ça, donc de l'orienter comme ça. Donc, à ce moment-là, le ds est parallèle à B. Bon, vous savez que ça n'a rien d'obligatoire, mais pour faire simple. Donc, le flux du champ magnétique, donc c'est l'intégrale de BDS sur la surface. Donc, on voit bien que quand la tige part à droite, le flux va augmenter dans un premier temps. Et donc, l'effet du courant induit va être de s'opposer à l'augmentation du flux. Donc, de créer un courant induit qui va créer un champ magnétique induit qui s'oppose à B. Mais je répète que ce n'est pas systématique de s'opposer à B. Si j'avais lancé la barre dans l'autre sens, le flux diminuerait et il faudrait venir renforcer B.
Donc le champ induit va être vers le bas pour diminuer le flux total, flux appliqué et flux propre. Et donc, on voit que le courant induit va être négatif dans le sens positif choisi pour créer un champ magnétique qui aille vers le bas. Alors ça veut dire quoi? De toute manière, on a choisi une orientation pour le circuit, donc on sait qu'il faut s'y tenir et que le courant I, il va falloir continuer de l'orienter à partir de la convention qu'on a choisie au départ. Donc ça, on ne change pas, mais on devine que I sera négatif. Alors ce qu'il va falloir, quand on va faire toutes les équations, c'est vérifier, conforter par le calcul qu'on trouve bien un I négatif, sans trifouiller les équations, mais en se laissant guider par les conventions d'orientation qu'on a choisies en étant absolument cohérent. On fait ça? Alors, on se lance dans la résolution. Donc, équation mécanique, on a un système en translation, théorème du centre d'inertie. Alors, il faut préciser le système, à la barre numéro 1. Alors, on va dire qu'elle peut glisser sans frottement, elle est horizontale, le poids va compenser la réaction. Donc, je dis que l'accélération, elle est selon x, mx point ux, bon, égale p plus R1, plus la force de la place. Donc, la force de la place, à ne pas confondre avec la force de Lorentz, c'est l'intégrale sur la barre numéro 1 de I dl vectoriel B. Alors, le I, il est algébrique. On verra s'il est positif ou négatif. Le dl, il est fixé par le sens de parcours que vous avez choisi. Donc, IDL vectoriel B, on fait la règle de produit vectoriel. Donc, IDL vers le haut, vectoriel B. Donc, c'est suivant UX. Donc, ça nous surprend peut-être. Et puis, quand on l'intègre, hein, ça fait IAB, puisque là, la largeur, c'était IAB UX. Ça nous étonne peut-être, mais on va voir que comme I est négatif, c'est bien une force de freinage. Donc, ça, c'est pour le rail numéro 1. Et donc, en projection, ça va faire tout simplement mx point point, mx1 point point égale à IAB. On regarde le rail numéro 2, ça va être exactement la même chose, sauf que DL est orienté dans l'autre sens. Donc, IDL vectoriel B. Donc là, on aura mx2 point point est égal à moins IAB. Là aussi, le poids, la réaction se conserve. Donc ça, ce sont nos deux équations mécaniques, elles sont couplées. Alors là, vous avez le courant qui dépend du temps et les accélérations qui dépendent du temps. On peut tout de suite les additionner. Regardez ce que ça nous donne. Si on les additionne, je vais les appeler 1, 2. Donc 1 plus 2. On va avoir mx1 point point plus x2 point point égale 0. Ce qui fait que la somme des vitesses est une constante quand on intègre. Et cette constante, on peut la déterminer à partir des conditions initiales. Donc c'est V0. Donc la somme des deux vitesses, quel que soit t, va rester égale à V0. On a déjà cette équation-là. Équation électrique. Alors, équation électrique, ça repose toujours sur deux choses. La loi d'Ohm généralisée, la loi d'émail si vous préférez, mais qui fait intervenir la FEM induite. Et évidemment la loi de Faraday, qui est la loi fondamentale de l'induction, qui nous permet de calculer la force électromotrice induite. Donc ce qu'il faut toujours faire, c'est un schéma électrique équivalent du circuit. Donc dans ce schéma électrique équivalent du circuit, vous faites intervenir la résistance, vous faites intervenir une éventuelle auto-inductance, mais ici il n'y en a pas, on la néglige. Donc on va négliger le flux propre, hein, on ne tient compte que du flux appliqué, donc là ça dépend des exercices. Méfiez-vous, des fois dans la force électromotrice induite, il y a aussi l'auto-inductance, donc il faut tenir compte et du flux propre et du flux appliqué. Et je vous rappelle le point le plus important sur les conventions d'orientation, tout est algébrique, mais vous êtes obligé d'orienter la force électromotrice induite dans le sens que vous avez choisi de parcours, donc dans le même sens que le courant, si vous voulez, on va repérer ça en convention générateur, la force électromotrice induite, et donc on tourne dans ce sens-là. Donc ici c'est super simple, hein, E égale RI, donc pour la loi d'Ohm généralisée, qui ressemble furieusement à la loi d'émail. Alors évidemment maintenant il faut calculer la force électromotrice induite, et ça c'est la loi de Faraday. Donc la loi de Faraday,
qui nous dit que la force électromotrice, c'est moins dφ sur dt, moins la dérivée du flux du champ magnétique par rapport au temps. Donc il y a une force électromotrice induite que s'il y a une variation de flux, donc que s'il y a une variation de surface du circuit. Alors, qu'est-ce que c'est que le flux? Là aussi, il faut être cohérent. Le flux est algébrique. On a orienté le circuit, on s'en est servi pour calculer les forces de Laplace. Donc le flux, il est compté positivement, ds et b sont parallèles, donc ça va faire b. La surface, donc a, facteur de x1 moins x2. Donc x1 moins x2, à un instant t, c'est la distance qui sépare les deux barres. Et donc quand on dérive, donc on aura moins ba x1 point moins x2 point. Et donc on reporte ça dans la loi d'Ohm, moins ba x1 point moins x2 point. Est-ce qu'il y a des questions? Tout va bien? Alors, maintenant il faut découpler le système. Alors, il dépend du temps. On a trois inconnus dans ce problème. On a x1 point, x2 point et le courant induit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reporter l'expression du courant induit dans 1 et 2, par exemple, pour obtenir deux équations. Donc, m x1 point point moins iab, donc plus a carré b carré sur r, x1 point moins x2 point égale 0. Donc là, de la substitution, ça suffit. Et puis, pareil pour l'autre. Donc, on remplace. Donc, plus a carré b carré sur r, x2 point moins x1 point égale 0. Alors, attention, hein, ce n'est pas fini parce que si vous reportez le x2 point de l'autre côté du signe égal, méfiez-vous, ce n'est pas une constante. Hein, donc, vous ne pouvez pas intégrer avant d'avoir exprimé x2 point en fonction de x1 point. On l'a fait ici. x1 point ou x2 point, c'est v0 moins l'autre. Donc, on peut faire de la substitution là-dedans. Et on va avoir finalement la même équation pour les deux. Donc, ça va faire du 2a carré b carré sur mr x1 point est égal à a carré b carré. Donc j'ai remplacé la x2 point par v0 moins x1 point. Donc sur mr v0. Et j'ai la même équation, je vous laisse le vérifier, pour x2 point. C'est la même équation différentielle. C'est les conditions initiales qui sont différentes. Alors, on a une équation qui paraît être du deuxième ordre, mais si on la regarde de près, elle est du premier ordre en vitesse. Hein, donc on va calculer V1 de t en mesure algébrique. Hein, c'est x1 point de t. Donc, c'est une équation du premier ordre. On va poser taux égal. Tout va bien? On va poser taux égal mr sur 2a carré b carré. Donc c'est le temps caractéristique. Alors, pour être sûr que c'est un temps comme d'habitude, on n'est pas obligé d'aller chercher la dimension de chacune des composantes ici, en partant du principe que notre équadif est bonne. Ça, c'est une accélération. Ça, c'est une vitesse. Donc, comme on les additionne, ça, c'est forcément l'inverse d'un temps. Et c'est comme ça qu'on peut l'affirmer. Donc, on aura la solution particulière en régime permanent pour la vitesse. Donc, on annule l'accélération qui va être égale à V0 sur 2. Donc, plus la solution de l'équation homogène associée à exponentielle moins t sur taux. Augustin? Pourquoi on ne retrouve pas le 2? C'est parce que quand tu remplaces x1 point, donc tu as v0 moins x1. Donc le v0 il est tout seul, mais tu as moins x1 et tu avais un autre x1 qui était là. Donc du coup pour x1 tu as 2, mais tu ne l'as pas pour v0. Ok? Alors, condition initiale.
à t égale 0, v égale v0. Donc on aura A est égal à V0 sur 2. Et donc on aura V1 de t égale à V0 sur 2, 1 moins 1 plus exponentielle moins t sur tau. Alors, l'équation différentielle pour V2, c'est la même. Donc c'est la même solution mathématique, mais pas la même constante d'intégration. À t égale 0, V2 était nul. Donc on aura 0 égale V2 plus B. Et donc V2 est égal à V0 sur 2, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Donc voilà les lois de vitesse. On les a. Alors bien sûr, on va faire un graphe et puis on va analyser la situation physiquement. On va voir que c'est un petit peu ce qu'on avait deviné au départ. Alors, donc le graphe des vitesses, donc toutes les deux elles tendent vers V0 sur 2, mais la première, donc elle partait de V0, la deuxième elle partait de 0, et toutes les deux ont le même temps caractéristique, donc la même intersection avec l'asymptote. Donc à la fin, les deux barres, qu'est-ce qu'elles font? Elles avancent toutes les deux à la même vitesse, V0 sur 2. Donc celle qui allait le plus vite a été freinée et l'autre, elle a été mise en mouvement. Et qu'est-ce qu'on peut dire du flux à l'infini? Est-ce que le flux continue de varier? Vous voyez que la surface du circuit est constante. Et donc c'est pour ça que le courant induit va tendre vers 0 aussi quand t tend vers l'infini. Donc ça c'est V1 de t au-dessus et ça c'est V2 de t en dessous. Alors on va, pour conclure, faire un bilan énergétique, parce que voilà, ce sont les questions classiques. Où est passée l'énergie cinétique initiale dans le circuit? Donc bilan énergétique. Alors la technique pour faire le bilan énergétique, elle est toujours la même. Donc il faut faire apparaître des puissances. Et pour faire apparaître des puissances, qu'est-ce qu'on va faire? Vous prenez l'équation mécanique. C'est un peu comme quand vous passez du PFD, vous savez, au théorème de l'énergie cinétique. Comment vous faites? Vous multipliez par la vitesse pour faire apparaître la dérivée de l'énergie cinétique. Et dans le membre de droite, vous avez force fois vitesse, ça fait des puissances. Donc la technique, c'est de multiplier la première équation par x1, point, et c'est de multiplier la deuxième par x2, point. Ça, c'est en ce qui concerne les équations mécaniques. Pour ce qui concerne l'équation électrique, la technique, c'est aussi de faire apparaître des puissances. Et donc là, c'est de multiplier cette équation par i, oui. Pourquoi? Ça va faire RI carré, ça va faire E fois I. Vous voyez, donc ça va faire à chaque fois des puissances. Donc on va multiplier toute cette équation par I. Alors qu'est-ce que ça va nous donner comme système d'équations? On va voir que tout s'arrange toujours très très bien. Donc on va avoir d sur dt de 1 demi de mx1 point carré. Quand vous redérivez, vous retrouvez mx1 point x point point est égal à iab x1 point. La même chose pour l'autre. 1 demi de m x2 point carré, donc la dérivée de l'énergie cinétique de la barre numéro 2. Alors il y a juste le signe qui change, moins iab x2 point. Et puis pour l'équation électrique, vous avez donc RI carré est égal à moins BAI. Bon, on pourrait mettre un plus. X2 point, je change le signe de la parenthèse, moins X1 point. Bon, alors généralement, les choses s'arrangent très bien, et c'est encore ce qui se passe ici. Regardez, là, vous avez des termes, vous dites, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce que j'ai à la fois du courant, et j'ai aussi des vitesses. Mais ça vous fait le couplage, en fait,
entre les équations électriques et les équations mécaniques. Donc regardez ce qui se passe. Comment est-ce qu'on peut éliminer ça? Il suffit de faire une petite combinaison linéaire. Donc qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de faire moins ça, et on retrouve la dernière équation et on élimine, vous voyez, le membre de droite. Donc le bilan énergétique, comment est-ce qu'il va s'écrire? RI carré est égal à moins d sur dt de la somme de 1/2 de m, donc des énergies cinétiques des deux barres. Donc là, c'est un bilan sous forme de puissance. On pourrait tout mettre du même côté du signe égal. Alors, qu'est-ce que ça traduit ce truc-là? Ça, c'est quoi? C'est la puissance joule dissipée par la résistance. Et ça, c'est la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique. Alors, pour l'interpréter, le mieux, c'est peut-être de l'intégrer entre t égale 0 et t égale plus l'infini. Hein, c'est généralement ce qu'on fait. Donc, on va écrire que l'intégrale donc de 1/2 de m x1 point carré, donc, pardon, c'est d de ça. Oui, d de ça. Je multiplie par dt, hein, je sépare les variables. Donc ici, c'est l'énergie cinétique, plus d de 1/2 de m x2 point carré est égal à l'intégrale de ri carré de t dt. Alors on va intégrer entre 0 et plus l'infini. Donc on peut, parce que ce sont des intégrales qui convergent. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner l'énergie dissipée par effet Joule dans le circuit, l'énergie totale dissipée par effet Joule. Ça, c'est la variation d'énergie cinétique pour la barre 1, entre l'infini et l'instant 0. Donc, on prend l'énergie cinétique finale. Donc, on avait une vitesse de V0 sur 2, moins l'énergie cinétique initiale, on avait une vitesse V0 carré. Et ça, c'est donc la variation d'énergie cinétique, donc c'est finale moins initiale. Donc 1/2 de m V0 sur 2 au carré. Alors, on va avoir donc un quart. Il y a un problème de signe là. J'ai dû oublier un signe moins. Parce que là, c'était moins la variation. Hein, donc c'est tout ça avec un signe moins. Donc ça va nous donner un quart de m V0 carré, c'est-à-dire la moitié de l'énergie cinétique initiale de la barre, quand vous faites toute la soustraction. Et donc vous voyez que ce qui s'est passé, c'est qu'entre t égale 0 et t égale plus l'infini, l'énergie dissipée par effet Joule, en fait, c'est la moitié de l'énergie cinétique initiale de la barre. Ça signifie qu'en fait, le circuit, on a récupéré la moitié de l'énergie cinétique qui est maintenant répartie sur les deux barres, mais il y a l'autre moitié qui va être dissipée par effet Joule tout au long de ce régime transitoire, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, donc retenez bien les différentes techniques. L'équation, alors d'abord l'analyse qualitative. On raisonne sur le flux plutôt que sur B directement. Est-ce que le flux augmente? Est-ce que le flux diminue? L'effet du courant induit, c'est de s'opposer à la variation du flux. Et on est bien cohérent sur toutes les conventions d'orientation. Donc on choisit un sens arbitraire au départ et tout va être conditionné à ce choix. Le signe du flux, le sens de I, le sens de dl pour les forces de Laplace. Et vous voyez que tout sort des calculs. Hein, vous ne trifouillez pas les signes, vous restez cohérent. Et puis pour le bilan énergétique, vous faites apparaître des puissances et puis ça va marcher tout seul. OK ?